Entre 1842 et 1875, 12 des familles les plus puissantes du delta du Mississippi disparurent sans laisser d'héritiers légitimes. Leurs terres furent vendues aux enchères, leurs noms effacés des registres paroissiaux, leurs fortunes volatilisées comme brume au soleil. Les autorités conclurent à une série de malchances, de maladies, de suicides et de scandales sans lien apparent. Mais dans les cahiers d'un notaire de la Nouvelle-Orléans, retrouvé 130 ans plus tard dans les archives d'une succession, apparaît un nom qui traverse toutes ces tragédies comme un fil d'or dans une tapisserie sombre. Céleste. Une femme aux yeux verts impossible. Une esclave qui n'aurait jamais dû exister. Si cette histoire vous intrigue déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Le delta du Mississippi, dans les années 1840, était un monde à part. Les plantations de canne à sucre et de coton s'étendaient sur des milliers d'hectares. Leurs maisons principales dressées comme des temples blancs au milieu d'une mer de champs cultivés. C'était un univers rigide, régi par des lois non écrites plus puissantes que les codes civils. Un univers où la couleur de la peau déterminait le destin, où une seule goutte de sang africain pouvait faire basculer une vie du côté de l'esclavage. La Louisiane conservait encore les traces de son passé français et espagnol. Les lois y étaient différentes du reste du Sud américain. Le code noir français, bien que brutal, reconnaissait certains droits aux esclaves que d'autres États refusaient. Les affranchissements y étaient plus fréquents, créant une classe intermédiaire de gens de couleur libre qui possédaient parfois eux-mêmes des esclaves. Les mariages-plaçages entre hommes blancs et femmes de couleur libre étaient tolérés, produisant une société créole complexe où les frontières raciales, bien que strictes, étaient plus poreuses qu'ailleurs. Dans ce contexte troublé, les grandes familles régnaient comme des dynasties. Les Duchamp possédaient 4000 hectares le long du fleuve. Les Lavalée contrôlaient les moulins à sucre. Les Fontenot dominaient le commerce fluvial. Les Bellecour, les Roussel, les Prévost, les Dufresne, les Marchand, les Aubert, les Valentin, les Leclerc et les Gaspard formaient un cercle fermé d'aristocrates planteurs dont les alliances matrimoniales tissaient une toile serrée de pouvoir et de privilèges. Et puis, il y avait Céleste. Céleste apparut pour la première fois dans les registres officiels en 1842, lors de la vente aux enchères de la succession de feu Monsieur Armand Duchamp. Elle avait alors environ 15 ans, selon l'estimation du commissaire-priseur. Grande pour son âge, la peau d'un brun doré qui suggérait un métissage évident, elle possédait une caractéristique qui figea l'assistance lorsqu'elle monta sur l'estrade. Des yeux d'un vert émeraude éclatant, lumineux, impossible. Dans une société obsédée par les classifications raciales, où l'on distinguait les mulâtres des carterons, les octavons des sans-mêlés, ses yeux verts représentaient une anomalie perturbante. Car les yeux verts n'apparaissent jamais chez les personnes d'ascendance africaine pure. Ils ne peuvent provenir que d'un héritage européen récent, très récent. Le silence qui s'abattit sur la salle des ventes ce jour-là dura plusieurs secondes. Les hommes présents, tous membres des 12 grandes familles, échangèrent des regards tendus. Chacun savait ce que ses yeux signifiaient. Chacun savait que quelqu'un dans cette assemblée, ou un père ou un frère de quelqu'un dans cette assemblée, avait engendré cette jeune fille. Mais personne ne posa la question. Ce fut finalement Édouard Lavalée qui l'acheta. Un homme de 45 ans, veuf depuis peu, réputé pour sa cruauté envers ses esclaves. Il paya une somme inhabituellement élevée, $1200, le double du prix habituel pour une jeune fille sans formation particulière. Selon le témoignage du notaire Maître Jourdain, présent à la vente, Lavalée semblait agir sous l'effet d'une impulsion qu'il ne contrôlait pas vraiment. Ses mains tremblaient lorsqu'il signa le reçu. 3 mois plus tard, Édouard Lavalée fut retrouvé mort dans sa bibliothèque. Le médecin conclut à une crise cardiaque. L'homme avait 53 ans et jouissait d'une santé robuste. Mais personne ne contesta le diagnostic.
Les planteurs ne voulaient pas d'enquête qui risquerait de révéler des secrets embarrassants. Car dans les semaines précédant sa mort, Lavallée avait modifié son testament. Il affranchissait Céleste et lui léguait une petite parcelle de terre avec une maison, ainsi qu'une rente annuelle de $200. Ses neveux, furieux, contestèrent le testament en invoquant l'influence indue. Le procès dura 6 mois. Les avocats de la famille présentèrent des témoins affirmant que Lavallée avait perdu la raison, que l'esclave l'avait ensorcelé. Mais Céleste témoigna devant le tribunal. Elle parla d'une voix calme, mesurée, dans un français parfait qui surprit l'assistance. Elle expliqua que M. Lavallée l'avait éduquée lui-même, qu'il lui avait enseigné la lecture et l'écriture malgré les lois l'interdisant, qu'il avait développé pour elle des sentiments qu'elle n'avait jamais encouragés, mais qu'elle avait acceptés par reconnaissance pour son éducation, qu'il lui avait promis la liberté avant de mourir subitement. Le juge, un homme nommé Armand Fontenot, trancha en faveur de Céleste. Le testament fut validé. Les neveux Lavallée perdirent leur procès et durent payer les frais judiciaires. Mais plus grave encore, durant le procès, des rumeurs circulèrent. Des lettres furent mentionnées, des lettres que Lavallée aurait écrites à Céleste, des lettres qui contenaient des confidences sur d'autres familles, des secrets partagés entre planteurs lors de réunions arrosées de cognac. Ces lettres ne furent jamais produites au tribunal. Céleste affirma qu'elles avaient été détruites. Mais le mal était fait. Les 12 familles savèrent désormais que leurs secrets pouvaient être révélés, et elles savaient qui les détenait. Les années qui suivirent furent marquées par une succession d'événements étranges, qui, pris séparément, semblaient ordinaires, mais qui, vus ensemble, formaient un motif inquiétant. Céleste s'installa dans sa petite maison en bordure de la Nouvelle-Orléans, dans le quartier des gens de couleur libre. Elle ne se maria pas, ce qui était inhabituel pour une jeune femme affranchie. Au lieu de cela, elle ouvrit un commerce de plantes médicinales et de tisanes. Elle avait acquis, disait-elle, des connaissances auprès d'une vieille guérisseuse africaine avant sa vente. Ces préparations gagnèrent rapidement une réputation d'efficacité. Les femmes blanches elles-mêmes, malgré les convenances, venaient discrètement chercher ces remèdes contre les migraines, les troubles menstruels, les insomnies. En 1846, le juge Armand Fontenot, celui qui avait validé son affranchissement, mourut dans son sommeil à l'âge de 52 ans. Sa femme découvrit, en triant ses papiers, qu'il avait contracté d'importantes dettes de jeu qu'il avait cachées pendant des années. Pour les rembourser, la famille Fontenot dut vendre une partie de ses terres. L'acheteur fut un consortium anonyme représenté par un notaire de la Nouvelle-Orléans. Maître Jourdain, celui-là même qui avait assisté à la vente de Céleste 4 ans plus tôt. En 1848, le fils aîné de Charles Roussel, héritier d'une des plus grandes plantations de coton, fut retrouvé pendu dans une dépendance. Le suicide semblait évident. Le jeune homme avait laissé une lettre confessant une liaison avec une esclave, une transgression impardonnable qui aurait ruiné la réputation familiale. Mais plusieurs détails troublaient ceux qui connaissaient le jeune Roussel. L'écriture de la lettre semblait différente de la sienne, et il avait été vu la veille du drame parfaitement serein, sans aucun signe de détresse. La famille étouffa l'affaire. L'esclave mentionné dans la lettre fut vendu immédiatement à un marchand du Texas, mais le mal était fait. Sans héritier mâle, la succession Roussel entra dans un long processus de disputes entre cousins éloignés. La plantation périclita, mal gérée par des gérants successifs. En 1853, elle fut vendue aux enchères pour une fraction de sa valeur. L'acheteur, encore une fois, fut ce mystérieux consortium représenté par Maître Jourdain. Si vous sentez déjà que quelque chose de sinistre se trame, mettez un like à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. En 1850, Augustine Bellecour, la matriarche de la famille Bellecour, tomba gravement malade. Les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer son mal. Des douleurs abdominales constantes, des vomissements, une faiblesse progressive. Elle consulta tous les praticiens de la Nouvelle-Orléans, sans résultat. Désespérée, son mari finit par demander conseil à Céleste,
dont la réputation de guérisseuse s'était encore accrue. Céleste examina Madame Bellecour et diagnostiqua un empoisonnement lent au plomb, probablement dû aux ustensiles de cuisine en étain de mauvaise qualité que la famille utilisait. Elle prescrivit un régime strict et des tisanes purifiantes. Augustine Bellecour se rétablit miraculeusement en quelques semaines. Reconnaissant, M. Bellecour offrit à Céleste une généreuse somme d'argent qu'elle refusa. Elle demanda seulement une faveur: qu'il aide une jeune femme de couleur libre, une certaine Marie-Louise, à obtenir des papiers d'émancipation pour sa mère, encore esclave. Bellecour, touché par cette modestie, accepta. Il paya lui-même le prix de rachat de la mère de Marie-Louise. Ce que Bellecour ignorait, c'est que Marie-Louise était la fille de Céleste, une fille qu'elle avait eue 3 ans après son affranchissement, d'un père dont elle ne révéla jamais l'identité. Une fille aux yeux noisettes, à la peau plus claire que la sienne. Une fille qu'elle avait fait éduquer dans un couvent de religieuses créoles qui acceptèrent les enfants de couleur libre. Et ce que Bellecour ignorait également, c'est que sa femme n'avait jamais été empoisonnée par ses ustensiles de cuisine. Elle avait été empoisonnée délibérément, progressivement, par petites doses d'arsenic mélangées à son thé quotidien. Un thé que lui préparait sa servante personnelle, une esclave que Bellecour avait achetée 2 ans plus tôt sur la recommandation d'un ami. Cette esclave avait été formée par Céleste elle-même, qui l'avait ensuite placée stratégiquement dans la maison Bellecour. Lorsque Céleste arriva pour soigner Augustine Bellecour, elle cessa simplement d'administrer le poison. La guérison miraculeuse n'était qu'un retour à la normale. Mais Bellecour, convaincu que Céleste lui avait sauvé sa femme, lui devait désormais une dette de gratitude. Une dette que Céleste avait déjà commencé à encaisser en libérant la mère de sa fille. Les années 1850 virent l'ascension sociale progressive de Marie-Louise, la fille de Céleste. Belle, éduquée, parlant parfaitement le français et l'anglais, jouant du piano avec une grâce qui émerveillait les salons, elle fut présentée dans les réceptions des gens de couleur libre, où elle attira l'attention d'hommes blancs en quête de plaçage. Mais son éducation n'était pas le fruit du hasard. Céleste avait investi chaque dollar gagné dans la formation de sa fille, l'envoyant dans les meilleures institutions qui acceptaient les enfants de couleur, engageant des professeurs privés pour lui enseigner la musique, la littérature, les mathématiques et même le latin. Le plaçage était une institution particulière à la Nouvelle-Orléans. Un homme blanc marié ou célibataire établissait une relation semi-officielle avec une femme de couleur libre, lui fournissant une maison, une rente et reconnaissant les enfants issus de cette union. Ces enfants, bien que légalement noirs selon la loi de la goutte de sang unique, recevaient souvent une éducation supérieure et un héritage, créant une classe intermédiaire privilégiée qui naviguait dans les eaux troubles entre les mondes blancs et noirs. Les bals des Carteron, comme on les appelait, étaient des événements sociaux où les jeunes femmes de couleur étaient présentées aux hommes blancs aisés, sous la supervision attentive de leur mère qui négociait les termes de ces arrangements comme de véritables contrats d'affaires. Marie-Louise fut courtisée par plusieurs prétendants de haut rang. Il y eut d'abord Jean-Baptiste Leclerc, le fils d'une des 12 familles, qui lui offrit une maison sur la rue Rempart et une rente de 150 $ par mois. Marie-Louise refusa poliment, invoquant son jeune âge et son désir de continuer ses études. Puis vint Armand Valentin, un homme de 50 ans, immensément riche, qui proposa des conditions encore plus généreuses. Marie-Louise refusa encore, cette fois sans donner de raison. Les refus répétés de Marie-Louise intriguèrent la société créole. Les femmes de couleur libre ne refusaient généralement pas de telles opportunités. Mais Céleste avait d'autres plans pour sa fille. Elle choisit finalement Henri Marchand, le fils cadet d'une des 12 grandes familles. Pourquoi lui? Henri avait 30 ans, était déjà marié à une femme blanche prénommée Isabelle qui lui avait donné 2 fils et cherchait une maîtresse élégante pour établir un ménage de plaçage conforme à son statut social. Il n'était pas le plus riche des prétendants, ni le plus influent. Mais Henri Marchand possédait 3 qualités qui intéressaient Céleste. Il était romantique,
impulsif et profondément malheureux dans son mariage arrangé. Un homme que l'on pouvait facilement faire tomber amoureux. Un homme qui prendrait des risques pour l'amour. Un homme qui pourrait être manipulé. Henri installa Marie-Louise dans une charmante maison créole du quartier Marigny, une demeure à 2 étages avec une cour intérieure, des galeries en fer forgé et des volets verts qui se fermaient contre la chaleur du midi. Il meubla la maison avec un luxe qui surprit ses pairs. Des meubles français importés, un piano à queue Pleyel, une bibliothèque remplie de livres rares, des tapis persans, des lustres de cristal. Il lui versa une rente de $200 par mois, une somme exceptionnelle pour l'époque. Et surtout, il tomba amoureux. Leur liaison dura 7 ans et produisit 3 enfants. Étienne, né en 1852, suivi de 2 filles, Amélie et Joséphine, nées respectivement en 1854 et 1856. Henri Marchand, contrairement à beaucoup d'hommes dans sa position qui considéraient leur maîtresse comme des divertissements temporaires, développa des sentiments réels pour Marie-Louise. Il lui rendait visite presque chaque jour, arrivant après le déjeuner et ne repartant qu'à la nuit tombée. Il passait plus de temps avec elle et leurs enfants qu'avec sa famille légitime dans la grande maison de la rue Esplanade. Il enseignait lui-même à son fils Étienne à lire et à écrire, l'emmenant parfois sur le fleuve pour lui montrer les bateaux à vapeur. Selon les témoignages recueillis plus tard par le notaire Jourdain, Henri parlait parfois, dans l'intimité, de divorcer de sa femme blanche pour épouser Marie-Louise. Des propos considérés comme scandaleux et légalement impossibles selon les lois de la Louisiane qui interdisaient formellement les mariages interraciaux. Isabelle Marchand, son épouse légitime, savait évidemment que son mari entretenait une maîtresse de couleur. C'était accepté, même attendu dans leur milieu. Mais elle n'avait jamais imaginé que Henri développerait des sentiments aussi profonds. Et c'est là que Céleste joua sa carte maîtresse, car pendant ces 7 années, elle ne resta pas inactive. Elle cultivait soigneusement sa relation avec Henri Marchand, lui rendant visite dans la maison de Marie-Louise, lui préparant des tisanes pour ses migraines, écoutant ses confidences sur ses affaires commerciales, ses disputes familiales, ses frustrations conjugales. Henri, trouvant en elle une figure maternelle bienveillante, lui confiait des choses qu'il ne disait à personne d'autre. Les noms de ses créanciers, les détails de ses spéculations boursières, les secrets de ses associés, les faiblesses de ses frères. Céleste absorba toutes ces informations comme une éponge. Elle prit des notes discrètes dans des cahiers qu'elle cachait sous les lames de plancher de sa propre maison. Elle mémorisa les noms, les dates, les montants. Et lentement, méthodiquement, elle commença à tisser un filet autour de Henri Marchand. En 1857, tout bascula selon un plan qu'elle avait soigneusement orchestré. La femme légitime d'Henri, Isabelle Marchand, découvrit l'existence non seulement de la liaison, ce qu'elle savait déjà et tolérait avec résignation, mais de quelque chose de bien plus grave. Henri avait rédigé un testament secret, sans en parler à son avocat habituel, léguant la moitié de sa fortune personnelle à Marie-Louise et à leurs enfants métis. Plus grave encore, il avait falsifié certains documents immobiliers pour transférer légalement la propriété de 2 plantations au nom de Marie-Louise, en utilisant un prête-nom qui était en réalité le mari de couleur libre d'une femme que Céleste avait affranchie des années auparavant. Comment Isabelle découvrit-elle ces documents? On ne le saura jamais avec certitude. Mais selon les notes du notaire Jourdain, une servante de la famille Marchand, une certaine Rose, avait été formée par Céleste dans l'art des plantes médicinales avant d'être placée dans la maison Marchand. Cette même Rose avait accès au bureau privé d'Henri. Il n'est pas difficile d'imaginer comment les documents parvinrent entre les mains d'Isabelle. Le scandale éclata comme un coup de tonnerre. La famille Marchand, horrifiée par cette trahison qui menaçait non seulement l'honneur familial, mais aussi la stabilité financière de la dynastie, se réunit en conseil d'urgence. Les frères aînés d'Henri, Théodore et Charles, menacèrent de le déshériter complètement et de le poursuivre en justice pour fraude et falsification de documents. Leur mère, la redoutable Amélie Marchand,
une femme de 70 ans qui dirigeait encore la famille d'une main de fer, exigea qu'Henri rompe immédiatement avec Marie-Louise et reconnaisse ses erreurs publiquement. Des avocats furent consultés. Des documents furent préparés pour annuler les transferts de propriété. La famille envisagea même de faire interner Henri dans un asile en invoquant une aliénation mentale temporaire causée par l'influence néfaste d'une femme de couleur. Les gazettes locales commencèrent à publier des allusions voilées au scandale qui secouait une des plus grandes familles de la Nouvelle-Orléans. Mais avant que l'affaire ne devienne complètement publique, avant que les tribunaux ne soient saisis, avant que Marie-Louise ne soit interrogée sous serment, Henri Marchand disparut. Il partit un matin du 23 septembre 1857, à cheval, prétendument pour inspecter une de ses plantations situées à une 50aine de kilomètres en amont du fleuve. Il portait ses habits habituels, avait dans sa sacoche des documents commerciaux et une somme de $300 en or. Il dit à son domestique qu'il serait de retour le lendemain. Il ne revint jamais. Son cheval fut retrouvé 3 jours plus tard, errant près d'un bayou sinistre appelé le Marais des Ombres, un lieu tristement célèbre où plusieurs personnes avaient disparu au fil des ans. La selle était toujours en place, mais les sacoches avaient été ouvertes et l'or avait disparu. On ne trouva aucune trace de Henri Marchand, ni son corps, ni ses vêtements, ni aucun indice de ce qui lui était arrivé. Les autorités enquêtèrent pendant 2 semaines. Le shérif interrogea les ouvriers des plantations avoisinantes, les bateliers sur le fleuve, les voyageurs qui avaient emprunté la même route ce jour-là. Personne n'avait rien vu. Les bayous étaient dangereux. Alligators de 4 mètres, serpents mocassins venimeux, sol mouvant capable d'engloutir un homme en quelques minutes. Une chute accidentelle suivie d'une noyade semblait l'explication la plus probable. Le dossier fut classé. Mais des rumeurs circulèrent, comme elles circulent toujours dans ces cas-là. Des esclaves travaillant dans les champs près du Marais des Ombres rapportèrent avoir vu, le soir de la disparition, 3 hommes masqués qui attendaient sur la route. D'autres chuchotèrent que la famille Marchand elle-même avait commandité l'assassinat pour préserver son honneur et sa fortune, que Henri avait été éliminé comme une tache sur le nom familial. Certains murmurèrent que des bandits de grand chemin, informés de l'or que Henri transportait, l'avaient attaqué et tué pour le voler. La vérité, comme souvent, resta ensevelie sous ses multiples versions. Mais un détail troublant émergea pendant l'enquête. Un détail que peu de gens remarquèrent à l'époque. Le domestique d'Henri Marchand, celui à qui il avait annoncé son départ, était un homme nommé Samuel, un esclave affranchi qui avait été acheté et libéré par Céleste 5 ans auparavant, avant d'être recommandé à Henri par Marie-Louise elle-même pour un poste de confiance dans la maison Marchand. Samuel disparut de la Nouvelle-Orléans quelques semaines après la disparition de son employeur. Certains dirent qu'il était parti vers le nord, profitant des tensions croissantes sur l'esclavage pour se fondre dans les communautés noires libres de Philadelphie ou de New York. D'autres affirmèrent l'avoir vu en Haïti, où de nombreux gens de couleur libre s'étaient exilés. Mais personne ne put jamais le retrouver pour l'interroger. Marie-Louise pleura publiquement la disparition d'Henri. Elle se vêtit de deuil, assista à la messe commémorative célébrée 6 mois plus tard, lorsque la famille accepta finalement de le déclarer légalement mort. Elle ne contesta pas la saisie de ses biens par la famille Marchand, qui annula immédiatement les transferts de propriété frauduleux et récupéra les 2 plantations. Elle retourna vivre chez sa mère Céleste avec ses 3 enfants, acceptant sa perte avec une dignité qui impressionna même ses détracteurs. Et c'est là que l'histoire prit un tour encore plus étrange, encore plus calculé dans sa perversité. Car 6 mois après la disparition d'Henri Marchand, son frère aîné, Théodore Marchand, celui-là même qui avait menacé de déshériter Henri, qui avait hurlé contre le déshonneur familial, qui avait exigé la rupture avec Marie-Louise, se présenta discrètement chez Céleste un soir de juin. Il venait, dit-il à la domestique qui lui ouvrit, offrir ses condoléances tardives à Marie-Louise et arranger un soutien financier pour les enfants de son frère disparu. Un geste de décence familiale, expliqua-t-il. Après tout,
Ses enfants portaient le sang Marchand, même s'ils ne pouvaient porter le nom. Marie-Louise le reçut dans le petit salon, en présence de sa mère Céleste. Théodore, un homme de 43 ans aux tempes grisonnantes, au visage sévère marqué par les responsabilités, paraissait mal à l'aise. Il s'assit sur le bord d'un fauteuil en velours grenat, refusa le café qu'on lui offrit et déclara qu'il était prêt à verser à Marie-Louise une somme de $50 par mois pour l'éducation des enfants, à condition qu'elle signe un document renonçant à toute autre revendication sur la succession Marchand. Marie-Louise accepta sans négocier. Théodore parut soulagé. Il se leva pour partir. Mais au moment où il tendait la main pour saluer Céleste, leurs regards se croisèrent. Céleste avait alors 40 ans. Les années avaient adouci les angles de sa jeunesse sans rien enlever à sa beauté. Ses yeux verts, dans la lumière douce du salon éclairé par des lampes à huile, semblaient briller d'un éclat hypnotique. Théodore resta figé pendant plusieurs secondes, la main tendue, le souffle court. Selon le témoignage de Madame Thibault, la voisine qui tenait une pension de famille de l'autre côté de la rue, une femme observatrice qui passait ses soirées à sa fenêtre à surveiller le quartier, Théodore Marchand revint le lendemain soir. Et le surlendemain. Et presque tous les soirs, pendant les semaines qui suivirent, toujours seul, toujours à la tombée de la nuit, quand les ombres commençaient à s'allonger sur les rues pavées, toujours pour de courtes visites, jamais plus d'1 heure. Au début, il venait ostensiblement voir Marie-Louise et ses neveux. Il apportait des cadeaux pour les enfants, des livres, des jouets, des bonbons français. Il s'enquérait de leur éducation, de leur santé. Mais Madame Thibault, avec son œil perçant, remarqua que les visites changeaient progressivement de nature. Théodore arrivait plus tard. Il restait plus longtemps. Et quand il repartait, c'était Céleste qui le raccompagnait à la porte, pas Marie-Louise. Bientôt, il ne vint plus voir Marie-Louise du tout. Il demandait directement Céleste. Les deux disparaissaient dans le bureau du rez-de-chaussée, fermaient la porte, parlaient à voix basse pendant des heures. Marie-Louise, discrète, s'occupait de ses enfants à l'étage et ne posait pas de questions. Quand Théodore repartait, son visage portait une expression étrange, un mélange de trouble, de désir et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Leur relation dura 2 ans, de 1858 à 1860. Théodore Marchand était marié depuis 20 ans à une femme nommée Hélène, fille d'une famille de banquiers. Ils avaient 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, âgés de 16 à 9 ans. Théodore était considéré comme un pilier de la bonne société de la Nouvelle-Orléans, membre du conseil municipal, bienfaiteur d'œuvres de charité, paroissien assidu de la cathédrale Saint-Louis. Personne n'aurait pu imaginer qu'il entretenait une liaison avec une femme de couleur libre, et encore moins avec la mère de la maîtresse de son frère disparu. Mais il était devenu obsédé, possédé, dirent certains. Cette femme, aux yeux verts, qui avait maintenant dépassé les 40 ans, possédait, selon tous les témoignages de ceux qui la rencontrèrent, une présence magnétique, une intelligence redoutable, et une beauté qui défiait l'âge et les conventions. Elle parlait peu mais chaque mot portait. Elle regardait les hommes avec une intensité qui les mettait à nu. Elle comprenait leurs faiblesses avant qu'ils ne les avouent. Théodore lui confiait tout, ses peurs, ses ambitions, ses regrets. Il lui parlait des affaires de la famille Marchand, des disputes entre frères, des dettes cachées, des investissements risqués. Il lui montrait des documents confidentiels, lui demandait conseil sur des décisions commerciales. Céleste écoutait, conseillait judicieusement, suggérait des stratégies qui s'avéraient souvent profitables. Théodore en vint à dépendre d'elle, non seulement pour le réconfort émotionnel, mais aussi pour sa sagacité en affaires. En 1859, Théodore Marchand prit une décision qui choqua toute la Nouvelle-Orléans. Il demanda le divorce, un scandale sans précédent. Le divorce était rarissime à cette époque, considéré comme un péché mortel par l'Église catholique, autorisé seulement dans des circonstances exceptionnelles. Pour un homme de son rang, de sa position sociale, demander le divorce était un suicide social.
Il invoqua l'incompatibilité d'humeur avec sa femme, des différences irréconciliables dans sa pétition devant le tribunal. Mais tout le monde savait la véritable raison. Théodore voulait se remarier avec Céleste. Une impossibilité légale. La Louisiane, comme tous les États du Sud, interdisait formellement les mariages interraciaux. Le Code civil de l'État stipulait clairement que tout mariage entre une personne blanche et une personne ayant même une goutte de sang noir était nul et non avenu, les participants passibles d'amende et d'emprisonnement. Mais Théodore, dans son obsession, croyait pouvoir contourner la loi. Il avait consulté des avocats à New York, où les lois étaient différentes. Il envisageait de s'exiler en France, où le Code Napoléon ne reconnaissait pas les distinctions raciales américaines. Il était prêt à tout abandonner. Sa position, sa fortune, sa famille légitime. Tout pour Céleste. La famille Marchand était horrifiée. Amélie Marchand, la matriarche, maintenant âgée de 75 ans mais toujours lucide et autoritaire, convoqua un conseil de famille. Les frères de Théodore, Charles et Louis, le supplièrent de renoncer à cette folie. Ses propres enfants, désespérés, lui écrivirent des lettres déchirantes, implorant qu'il revienne à la raison. L'archevêque de la Nouvelle-Orléans le reçut en audience privée pour lui rappeler ses devoirs chrétiens. Rien n'y fit. Théodore était inflexible. Les gazettes locales se délectèrent du scandale, publiant des articles à demi-mot sur un éminent citoyen égaré par une femme de couleur au pouvoir hypnotique. Des caricatures circulèrent sous le manteau. La réputation des Marchands, déjà écornée par la disparition mystérieuse d'Henri 2 ans plus tôt, fut encore une fois traînée dans la boue. Mais avant que le divorce ne soit finalisé, avant que Théodore ne puisse mettre son plan insensé à exécution, il tomba malade. Cela commença par des maux de tête violents, en janvier 1860. Puis vinrent les fièvres, les sueurs nocturnes, les vertiges. Les médecins appelés à son chevet diagnostiquèrent d'abord une grippe sévère, puis une infection pulmonaire, puis, devant l'aggravation rapide de son état, une méningite. Théodore délirait. Il hurlait le nom de Céleste dans son délire fiévreux. Il criait des choses incompréhensibles sur des secrets, des mensonges, des crimes. Ses domestiques, terrifiés, restaient à l'écart. Sa femme, Hélène, bien qu'humiliée et blessée, le veillait avec une dignité stoïque. Elle refusa catégoriquement que Céleste soit appelée au chevet du mourant, malgré ses supplications. Théodore Marchand mourut le 28 février 1860, après 3 jours d'agonie. Il avait 45 ans. Le médecin légiste confirma le diagnostic de méningite fulgurante, une maladie qui frappait soudainement et tuait rapidement, surtout chez les adultes affaiblis par le stress et l'épuisement nerveux. Lors de l'inventaire de sa succession, un désastre se révéla. Théodore Marchand, qui était censé être l'héritier principal et le gestionnaire compétent de la fortune familiale, avait dilapidé une grande partie des biens communs. Des investissements désastreux dans des entreprises fantômes. Une compagnie de navigation à vapeur qui n'avait jamais possédé un seul bateau, une mine d'or en Californie qui n'existait que sur le papier, une plantation de café au Brésil qui était en réalité une parcelle de terre marécageuse impropre à la culture. Il avait également prêté des sommes considérables à des hommes qui s'étaient volatilisés sans laisser d'adresse. Des traites signées par des emprunteurs aux noms imprononçables, impossibles à localiser. Des hypothèques sur des propriétés qui avaient mystérieusement brûlé ou été saisies par d'autres créanciers. Et puis, il y avait les dépenses somptuaires. Des bijoux achetés chez les meilleurs joailliers de la Nouvelle-Orléans, tous disparus sans trace. Des œuvres d'art commandées à des artistes parisiens, jamais livrées. Des meubles luxueux, des vêtements, des voyages, des cadeaux dont personne ne connaissait les destinataires. La famille comprit, avec horreur, que Théodore avait dépensé une fortune pour Céleste pendant ces 2 années. Mais quand ils tentèrent de retrouver les biens, il n'y avait rien. Pas de maison au nom de Céleste, pas de compte en banque, pas de propriété. L'argent avait disparu comme fumée au vent. La famille Marchand, autrefois une des plus riches de la Nouvelle-Orléans,
se retrouva au bord de la ruine. Les créanciers affluèrent. Les banques rappelèrent leurs prêts. La plantation ancestrale, celle que la famille possédait depuis 3 générations, dut être mise en vente pour payer les dettes. L'acheteur, pour la 3e fois en 15 ans, fut le mystérieux consortium immobilier représenté par Maître Jourdain. Le notaire, un homme discret qui semblait toujours disponible pour les transactions les plus délicates, paya cash un prix étonnamment généreux, supérieur même à la valeur du marché. La famille Marchand, trop désespérée pour poser des questions, accepta avec soulagement. Ce n'est que des années plus tard, lorsque les archives publiques révélèrent la structure de propriété du consortium, que l'on découvrit la vérité. Derrière le réseau complexe de sociétés écrans et de prête-noms, la véritable propriétaire du consortium était Céleste elle-même, avec sa fille Marie-Louise comme associée officielle. La femme aux yeux verts avait méthodiquement détruit la famille Marchand. D'abord en séduisant Henri et en le poussant à des actes qui causeraient de sa perte, puis en manipulant Théodore, en le rendant fou d'amour et de désir, en l'amenant à dilapider la fortune familiale, et finalement en rachetant leur patrimoine ancestral pour une fraction de sa valeur réelle. Les Marchands n'étaient pas la seule famille à connaître ce destin. En 1860, la guerre de sécession éclata comme un orage longtemps annoncé. Le Sud, obsédé par son mode de vie fondé sur l'esclavage, se souleva contre le Nord industrialisé qui menaçait d'abolir cette institution barbare. L'élection d'Abraham Lincoln fut le catalyseur. La Caroline du Sud se sépara de l'Union en décembre 1860, suivie par le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas. La Confédération des États d'Amérique fut proclamée en février 1861. En avril, les premiers coups de canon furent tirés à Fort Sumter. La guerre qui allait déchirer le pays pendant 4 longues années venait de commencer. Les plantations du delta du Mississippi furent mobilisées pour l'effort de guerre. Le coton et le sucre devinrent des denrées stratégiques, plus précieuses que l'or, pour financer les armées confédérées. Les fils des grandes familles partirent au combat, revêtant l'uniforme gris des soldats sudistes, chantant des hymnes patriotiques en marchant vers une mort qu'ils imaginaient glorieuse. Des régiments entiers furent levés en Louisiane. Les Louisiana Tigers, réputés pour leur férocité au combat, les zouaves créoles avec leurs uniformes exotiques, les bataillons de milices locales. La guerre bouleversa tout. Les femmes blanches durent gérer seules les plantations pendant que leurs maris, fils et frères combattaient. Les esclaves, sentant que leur libération approchait, devinrent plus difficiles à contrôler. Certains s'enfuyaient vers les lignes nordistes, d'autres se rebellaient ouvertement. La peur s'installa dans les grandes maisons blanches, la peur d'un soulèvement général, d'un massacre comme celui qui avait ensanglanté Haïti 60 ans plus tôt. Mais pendant cette période chaotique, Céleste continua son travail silencieux. Elle avait maintenant 53 ans. Ses cheveux commençaient à grisonner aux tempes, mais ses yeux verts n'avaient rien perdu de leur intensité hypnotique. Sa fille Marie-Louise, veuve d'Henri Marchand selon les apparences, avait épousé un homme de couleur libre nommé Jacques Dubois, un entrepreneur prospère qui possédait une entreprise de construction et plusieurs immeubles locatifs dans le quartier créole. Un mariage respecté qui donnait à Marie-Louise une position sociale stable et une nouvelle couverture de respectabilité. Les 3 enfants métis de Marie-Louise et d'Henri Marchand grandissaient, éduqués dans les meilleures institutions qui acceptaient les enfants de couleur. Étienne, l'aîné, maintenant âgé de 8 ans en 1860, parlait couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Amélie et Joséphine, les 2 filles, recevaient des leçons de piano, de broderie, de littérature. Céleste veillait personnellement à leur éducation, leur enseignant non seulement les arts d'agrément, mais aussi l'arithmétique, l'histoire et surtout la patience. La patience était la vertu la plus importante, leur répétait-elle. La vengeance se servait froide. Et c'est pendant ces années de guerre que le plan de Céleste révéla toute son ampleur diabolique. Car ces 3 enfants s'écarteront aux traits européens prononcés
à la peau si claire qu'ils pouvaient presque passer pour blancs, portaient dans leurs veines le sang de la famille Marchand. Selon les lois complexes de succession de la Louisiane, inspirées du Code Napoléon français, s'ils pouvaient prouver leur ascendance paternelle et si aucun héritier légitime direct n'existait, ils pouvaient réclamer une partie de l'héritage Marchand. Un scénario improbable dans le contexte de l'époque, certes, mais pas totalement impossible selon le strict point de vue juridique. Et Céleste avait conservé les lettres. Toutes les lettres. Celles qu'Henri Marchand avait écrites à Marie-Louise, reconnaissant formellement leur liaison et ses 3 enfants, décrivant avec émotion leurs premiers pas, leurs premiers mots. Les documents que Théodore Marchand avait signés avant sa mort, établissant des rentes pour les enfants de son frère disparu. Les reçus de paiement effectués régulièrement pendant des années. Des preuves irréfutables de paternité, soigneusement cachées dans une boîte métallique enterrée sous les fondations de sa maison. Pendant la guerre, 3 autres familles parmi les 12 connurent des tragédies mystérieuses qui semblèrent, sur le moment, n'être que la malchance d'une époque violente. Mais vues ensemble, avec le recul, ces tragédies formaient un motif trop précis pour être accidentelles. Les Prévost furent les premiers à tomber. Philippe Prévost, un des 12 hommes présents lors du viol collectif de Hama en 1826, était mort de vieillesse en 1854. Mais son fils unique, Julien Prévost, âgé de 26 ans en 1861, était devenu l'héritier de la fortune familiale. Patriote fervent, Julien s'engagea comme capitaine dans un régiment de cavalerie louisianaise dès le début du conflit. Il était beau, courageux, populaire parmi ses hommes. Avant de partir au combat, Julien contracta d'énormes dettes pour équiper son régiment de façon somptueuse. Uniformes neufs, sabres importés d'Europe, chevaux de race, provisions de luxe. Il voulait que son unité soit la plus belle, la plus impressionnante de l'armée confédérée. Les créanciers, impressionnés par son nom et sa fortune apparente, lui accordèrent des prêts généreux sans trop regarder les garanties. Ces créanciers étaient en réalité des hommes de paille contrôlés par un consortium mystérieux basé à la Nouvelle-Orléans. Un consortium dirigé encore une fois par Maître Jourdain. Julien Prévost mourut à la bataille de Shiloh en avril 1862, une des batailles les plus sanglantes de la guerre. 23 000 hommes tombèrent en 2 jours de combats acharnés. Julien fut tué d'une balle dans la tête lors d'une charge de cavalerie, une mort rapide et héroïque selon les témoins. Son corps fut ramené en Louisiane et enterré avec les honneurs militaires dans le cimetière familial. Mais lorsque sa succession fut ouverte, la catastrophe se révéla. Les dettes de Julien s'élevaient à 90 000 $, une somme astronomique. Les créanciers exigèrent immédiatement le remboursement. La famille Prévost ne possédait pas assez de liquidités. La plantation hypothéquée fut saisie. Les meubles, les bijoux, les œuvres d'art, tout fut vendu aux enchères. La veuve de Philippe Prévost, Mathilde, une femme de 63 ans qui avait vécu toute sa vie dans le luxe, se retrouva à la rue avec ses 2 filles non mariées. Elles durent se réfugier chez des cousins éloignés au Texas. La famille Prévost, une des plus anciennes dynasties de planteurs de Louisiane, disparut en moins d'1 an, son nom effacé des registres sociaux de la Nouvelle-Orléans. Les Dufresne connurent un sort différent, mais tout aussi dévastateur. Léon Dufresne, un autre des 12 violeurs, était mort en 1858 d'une crise d'apoplexie. Son fils aîné, Vincent Dufresne, avait hérité de la plus grande plantation de coton de la paroisse. 4000 hectares de terre fertile, travaillés par 200 esclaves. La plantation produisait 500 balles de coton par an, générant des revenus considérables. En 1863, pendant que Vincent était absent pour servir comme colonel dans un régiment d'infanterie, la plantation fut frappée par un désastre. Un incendie éclata dans la nuit du 15 août par une chaleur étouffante d'été louisianais. Le feu se propagea avec une vitesse terrifiante à travers les champs de coton mûr, prêts pour la récolte.
Les flammes, poussées par un vent fort inhabituel pour cette période de l'année, dévorèrent tout. Les champs, les granges, les bâtiments de stockage, les quartiers des esclaves, même une partie de la grande maison. Miraculeusement, aucune vie humaine ne fut perdue. Les esclaves réussirent tous à s'échapper. Mais la récolte entière de l'année fut détruite, ainsi que les stocks de coton des 2 années précédentes qui attendaient d'être transportés vers le port, bloqués par le blocus naval nordiste. L'enquête menée par les autorités locales conclut que l'incendie avait été causé par la négligence du contremaître de la plantation. Un homme nommé Pierre Lefort, qui aurait laissé une lanterne renversée dans une grange remplie de foin sec. Lefort, interrogé, nia farouchement toute responsabilité. Il jura qu'il avait personnellement vérifié toutes les lampes avant de se retirer ce soir-là, comme il le faisait chaque nuit depuis 15 ans, sans jamais un accident. Mais l'assureur de la plantation, examinant les documents de sécurité, découvrit que les registres d'inspection avaient été falsifiés. Des pages entières avaient été arrachées, des signatures imitées, des rapports de maintenance inventés. Face à ces preuves de négligence criminelle, l'assureur refusa catégoriquement de payer l'indemnité, invoquant la clause de fraude du contrat. Vincent Dufresne, recevant ces nouvelles au front, tenta de retourner en Louisiane pour régler l'affaire. Mais son supérieur lui refusa la permission. La Confédération avait besoin de tous ses officiers. Vincent resta donc au combat, désespéré, impuissant, regardant sa fortune s'envoler en fumée à des centaines de kilomètres de distance. Pierre Lefort, le contremaître accusé, disparut avant d'être formellement inculpé. Il quitta la Louisiane pendant la nuit, sans prévenir personne, abandonnant sa femme et ses 3 enfants. On ne le revit jamais, mais des recherches menées des années plus tard révélèrent un détail intrigant. Pierre Lefort était le fils d'une femme nommée Désirée, une esclave que Céleste avait personnellement affranchie et éduquée en 1846, avant de la placer comme gouvernante chez une famille de gens de couleur libre qui possédaient plusieurs propriétés. Désirée avait élevé son fils Pierre en lui racontant les injustices subies par son peuple. Elle lui avait transmis une rage contenue, une soif de vengeance contre les maîtres blancs. Et quand Céleste était venue le trouver en 1860, lui offrant une position bien payée comme contremaître chez les Dufresne, Pierre avait accepté. Il avait travaillé pendant 3 ans pour gagner la confiance de Vincent Dufresne. Et puis, une nuit d'août, il avait allumé une série de feux coordonnés à différents points stratégiques de la plantation, avant de s'enfuir vers le nord. La plantation Dufresne, sans assurance, sans récolte, criblée de dettes, fut saisie par les créanciers en 1864. Vincent Dufresne survécut à la guerre, mais revint en Louisiane pour découvrir qu'il ne possédait plus rien. Il sombra dans l'alcoolisme et mourut dans un hospice pour indigents en 1869. Sa veuve et ses 5 enfants se dispersèrent, certains rejoignant des parents en Arkansas, d'autres disparaissant complètement des registres historiques. Les Aubert, quant à eux, furent victimes d'une forme différente de destruction, la trahison politique. Mathieu Aubert, le patriarche, un des 12 violeurs originaux, était mort en 1855 dans son sommeil à l'âge de 68 ans. Ses 2 fils, Édouard et François, avaient hérité conjointement de la fortune familiale. Une plantation de sucre prospère et plusieurs investissements commerciaux à la Nouvelle-Orléans. Les frères Aubert étaient des confédérés convaincus. Édouard servait comme major dans un régiment d'artillerie. François, trop âgé pour combattre à 45 ans, restait en Louisiane pour gérer les affaires familiales et contribuer à l'effort de guerre en fournissant du sucre et des mélasses à l'armée confédérée. Mais en 1864, des documents compromettants furent découverts lors d'une perquisition de routine effectuée par les autorités militaires confédérées. Ces documents, soi-disant trouvés dans le bureau de François Aubert, suggéraient que la famille négociait secrètement avec des marchands du Nord, vendant du sucre et du coton à l'ennemi via des intermédiaires neutres, en violation des lois de la Confédération qui considéraient de tels actes comme de la haute trahison. Les lettres étaient des faux habiles.
Elles imitaient parfaitement l'écriture de François Aubert, utilisaient son vocabulaire caractéristique, mentionnaient des détails que seul lui pouvait connaître. Des experts en graphologie convoqués pour examiner les documents confirmèrent leur authenticité. François protesta vigoureusement de son innocence, mais les preuves semblaient accablantes. Un tribunal militaire confédéré l'acquitta finalement, faute de preuves matérielles de transactions réelles avec l'ennemi. Mais le mal était fait. La réputation des Aubert était ruinée. Personne ne voulait plus faire affaire avec des traîtres supposés. Les fournisseurs refusèrent de livrer des marchandises à crédit. Les banques rappelèrent leurs prêts. Les clients annulèrent leurs contrats. François Aubert, désespéré, dépensa des fortunes en avocats et en détectives privés pour prouver que les lettres étaient des faux. Mais il ne parvint jamais à identifier qui les avait fabriquées, ni comment elles s'étaient retrouvées dans son bureau. Son frère, Édouard, humilié par le scandale, démissionna de l'armée confédérée et s'exila en Argentine, changeant de nom. Il ne revint jamais en Louisiane. La plantation Aubert, isolée socialement et financièrement, périclita. En 1866, elle fut vendue pour payer les dettes. François Aubert mourut 6 mois plus tard d'un cancer de l'estomac, à l'âge de 47 ans, brisé par le déshonneur qu'il estimait immérité. Sa veuve et ses 4 enfants quittèrent la Louisiane pour s'installer dans le Maryland, sous un nom d'emprunt, tentant de reconstruire leur vie loin de la honte. Mais les 3 familles, dont la destruction pendant la guerre fut la plus spectaculaire, furent les Roussel, les Valentin et les Leclerc. Les Roussel, déjà affaiblis par le suicide suspect du fils aîné en 1848 et la vente forcée d'une partie de leurs terres, tentèrent de se reconstruire pendant les années précédant la guerre. Charles Roussel, le patriarche, un des 12 violeurs originaux maintenant âgé de 75 ans et sénile, vivait reclus dans un pavillon de chasse pendant que son fils cadet, Auguste, gérait les affaires familiales. Auguste était un homme prudent, méthodique, qui avait lentement redressé les finances familiales en diversifiant les investissements. Plutôt que de tout miser sur l'agriculture, il avait investi dans des entreprises industrielles, une raffinerie de sucre, une compagnie de navigation fluviale, une usine de textile. À la veille de la guerre, la fortune Roussel, bien que diminuée, semblait stabilisée. Mais Auguste commit une erreur fatale, il fit confiance à un associé. Un homme brillant, charismatique, qui se présenta à lui en 1859 avec un projet d'investissement alléchant, construire une nouvelle ligne de chemin de fer reliant la Nouvelle-Orléans à Houston, au Texas. L'homme possédait déjà, disait-il, les concessions de terrain nécessaires, les approbations gouvernementales, les études d'ingénierie. Il ne manquait que le capital pour commencer la construction. Auguste Roussel investit 70 000 $, presque toute la fortune liquide de la famille, dans ce projet. L'associé promettait des retours spectaculaires. Le chemin de fer ouvrirait de nouveaux marchés, transporterait le coton texan vers les ports louisianais, rendrait les investisseurs immensément riches. Pendant 2 ans, les rapports de construction arrivaient régulièrement, accompagnés de photographies montrant des équipes d'ouvriers posant des rails, des ponts en construction, des gares en chantier. Auguste visitait même le site plusieurs fois, impressionné par les progrès apparents. Et puis la guerre éclata, la construction s'arrêta, les ouvriers furent mobilisés. L'associé assura Auguste que le projet reprendrait dès la fin du conflit. Il suggéra même d'investir davantage pour sécuriser les matériaux qui deviendraient rares pendant la guerre. Auguste, confiant, emprunta encore 30 000 $ et les transféra à son associé. Ce ne fut qu'en 1863, lorsque les défaites confédérées s'accumulèrent et que la situation financière devint critique, qu'Auguste décida de liquider sa participation dans le chemin de fer pour obtenir des liquidités urgentes. Il contacta son associé pour négocier une vente. L'homme avait disparu, évanoui sans laisser de traces. Auguste se rendit sur le site de construction au Texas. Il découvrit un terrain vide. Pas de rails, pas de gare, pas de pont. Seulement quelques poteaux de bois plantés dans le sol et des morceaux de métal rouillés.
Les photographies étaient des montages habiles utilisant des images d'autres projets ferroviaires. Les rapports de construction étaient entièrement fictifs. L'associé était un escroc sophistiqué. Mais plus troublant encore, lorsqu'Auguste enquêta sur son identité réelle, il découvrit que l'homme avait utilisé plusieurs faux noms, qu'il avait escroqué d'autres investisseurs dans différents États et qu'il avait été recommandé à Auguste par un notaire de la Nouvelle-Orléans nommé Maître Jourdain. Auguste Roussel se suicida en 1864, se tirant une balle dans la tête dans son bureau. Il laissa une lettre désespérée à sa femme, expliquant qu'il avait perdu toute la fortune familiale, qu'il ne pouvait supporter la honte de l'échec, qu'il préférait mourir que d'affronter la ruine. La famille Roussel, déjà chancelante, s'effondra complètement. La plantation fut vendue pour payer les dettes. Les descendants se dispersèrent vers l'ouest, certains rejoignant les chercheurs d'or en Californie, d'autres s'installant dans les territoires sauvages du Kansas et du Nebraska. Les Valentin connurent une fin encore plus brutale. Antoine Valentin, un des 12 violeurs originaux, était mort en 1852 d'une chute de cheval. Ses 3 fils, Robert, Guillaume et Thomas, avaient hérité conjointement d'une plantation de riz prospère dans les marais côtiers au sud de la Nouvelle-Orléans. Les 3 frères vivaient ensemble dans la maison familiale avec leurs femmes respectives et leurs nombreux enfants, formant une sorte de clan étendu. En septembre 1867, après la fin de la guerre mais pendant la période chaotique de la reconstruction, une épidémie de fièvre jaune frappa la Nouvelle-Orléans avec une violence inouïe. La fièvre jaune, transmise par les moustiques, était endémique dans les zones humides de la Louisiane. Les épidémies survenaient presque chaque année pendant l'été, tuant des centaines de personnes. Mais celle de 1867 fut particulièrement meurtrière, plus de 3000 morts en 3 mois dans la seule ville de la Nouvelle-Orléans. La famille Valentin, vivant dans les marais, aurait dû être relativement protégée. Leur plantation se trouvait loin de la ville, isolée au milieu des bayous. Mais l'épidémie les frappa avec une férocité qui stupéfia les médecins. En 3 semaines, entre le 5 et le 26 septembre, presque toute la famille fut emportée. Les 3 frères, 2 de leurs épouses et 7 enfants sur 12. Les survivants, traumatisés, abandonnèrent la plantation et partirent vivre chez des parents dans le Mississippi. Les médecins qui examinèrent les cas ne purent expliquer pourquoi la maladie avait frappé cette famille isolée avec une telle virulence, alors que les plantations voisines restaient épargnées. Certains évoquèrent une souche particulièrement agressive du virus. D'autres parlèrent d'une accumulation de facteurs. Malnutrition due aux privations de la guerre, affaiblissement immunitaire, concentration de moustiques dans les marais stagnants près de la maison. Mais un détail troublant émergea des témoignages. 2 semaines avant que l'épidémie ne frappe, une femme était venue à la plantation Valentin. Une femme d'un certain âge, aux yeux remarquables, qui se présenta comme une guérisseuse itinérante proposant des remèdes préventifs contre la fièvre. Les Valentins, inquiets des nouvelles de l'épidémie qui se répandait en ville, acceptèrent ses services. Elle leur vendit des fioles de liquide ambré qu'elle leur recommanda de boire quotidiennement. La femme ne donna jamais son nom. Mais selon la description du domestique qui la reçut, elle avait des yeux d'un vert intense, impossibles à oublier. Les fioles furent retrouvées après les décès. Analysées par un pharmacien de la Nouvelle-Orléans, elles contenaient principalement de l'eau sucrée avec des herbes aromatiques, sans propriété médicinale particulière. Le pharmacien conclut que c'était un remède de charlatan inoffensif. Mais il nota, dans son rapport, une anomalie, des traces d'une substance qu'il ne parvint pas à identifier, une sorte de poudre minérale en suspension dans le liquide. Cette poudre aurait-elle pu être des œufs de moustiques porteurs de la fièvre jaune, ou du sang infecté séché et réduit en poudre? À l'époque, on ne connaissait pas encore le rôle des moustiques dans la transmission de la maladie. Ce ne fut découvert qu'en 1898 par le médecin cubain Carlos Finlay. Mais quelqu'un possédant des connaissances empiriques de la maladie, observant comment elle se propageait dans certaines zones et pas dans d'autres,
aurait pu suspecter un lien avec les eaux stagnantes et les insectes. La plantation Valentin fut abandonnée. Elle tomba en ruine, envahie par la végétation, hantée selon les croyances locales par les fantômes des morts de l'épidémie. En 1869, elle fut vendue pour une somme dérisoire à un acheteur anonyme représenté par Maître Jourdain. Enfin, les Leclerc connurent une destruction plus lente, mais tout aussi complète. Claude Leclerc, un des 12 violeurs originaux, était mort en 1856 d'une infection pulmonaire. Son fils unique, Anatole Leclerc, hérita d'une fortune considérable investie principalement dans des obligations d'État et des actions de compagnies maritimes. Anatole n'était pas planteur mais investisseur, un homme d'affaires urbain qui préférait les salons de la Nouvelle-Orléans aux champs de coton. Anatole survécut à la guerre, trop âgé pour être mobilisé. Mais ses investissements furent dévastés par le conflit. Les obligations de la Confédération devinrent sans valeur avec la défaite. Les compagnies maritimes dans lesquelles il avait investi firent faillite. Leurs navires coulés ou capturés par la marine nordiste. En 1865, Anatole se retrouva avec une fraction de sa fortune antérieure. Désespéré de reconstruire, il se lança dans une série de spéculations risquées. Il investit dans des projets de reconstruction, des usines, des chemins de fer, des banques. Chaque projet semblait prometteur au début, mais se révélait finalement désastreux. Des usines brûlaient mystérieusement avant d'être assurées. Des chemins de fer obtenaient leurs concessions, puis les voyaient annulés par des vices de procédure. Des banques qu'ils finançaient étaient victimes de fraudes internes. En 10 ans, entre 1865 et 1875, Anatole Leclerc perdit systématiquement tous ses investissements. Ses amis commencèrent à dire qu'il était maudit, que tout ce qu'il touchait se transformait en désastre. Anatole lui-même développa une sorte de paranoïa, convaincu que quelqu'un sabotait délibérément ses affaires, mais incapable de prouver quoi que ce soit. En 1875, ruiné, obligé de vendre même sa maison familiale de la rue Royale, Anatole Leclerc mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans. Ses créanciers se partagèrent les restes de sa succession. Sa veuve et ses 3 filles durent s'installer dans un modeste appartement et vivre de leçons de piano et de broderie données aux enfants de la nouvelle classe moyenne. Une semaine après la vente de la maison Leclerc, l'acheteur se révéla être une société immobilière dirigée par Marie-Louise Marchand-Dubois, la fille de Céleste. La femme aux yeux verts avait finalement acquis la demeure même, où 73 ans plus tôt, le grand-père d'Anatole avait organisé des réceptions somptueuses auxquelles assistaient les 12 jeunes héritiers qui allaient violer sa mère. Le cercle se refermait. 7 des 12 familles avaient été complètement détruites. 5 restaient, affaiblies, apeurées, commençant enfin à comprendre qu'elles étaient les victimes d'une vengeance méthodique qui s'étendait sur des générations. Vous commencez à comprendre l'ampleur de cette vengeance? Laissez un commentaire avec votre réaction et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. En 1867, une réunion extraordinaire eut lieu dans les bureaux d'un avocat de la Nouvelle-Orléans. Étaient présents les représentants des 7 familles survivantes parmi les 12, les Duchamp, les Lavallée, les Fontenot, les Bellecour, les Roussel, les Valentin, les Leclerc et les Gaspard. Les 5 autres familles avaient déjà été ruinées ou dispersées. L'objet de la réunion, discuter de la question céleste, comme ils l'appelaient, car les représentants avaient finalement compris. Trop tard, mais ils avaient compris. Chaque tragédie, chaque scandale, chaque ruine depuis 25 ans portait la marque de cette femme aux yeux verts. Pas de preuves directes, jamais, mais trop de coïncidences pour être innocentes. Ils décidèrent d'agir ensemble. Ils engagèrent des détectives privés pour enquêter sur Céleste. Ils fouillèrent les archives notariales, interrogèrent d'anciens esclaves, exhumèrent de vieux témoignages. Et progressivement, le tableau se dessina. Céleste était la fille d'une esclave nommée Ama et d'un homme blanc, dont l'identité restait mystérieuse.
Mais les détectives découvrirent quelque chose de bouleversant. Amma avait été violée, à l'âge de 13 ans, lors d'une fête organisée dans une plantation en 1826. Une fête où 12 jeunes héritiers de grandes familles s'étaient réunis pour une nuit de débauche. Les témoignages recueillis auprès d'anciens esclaves encore vivants confirmaient ce viol collectif. Amma était tombée enceinte. Elle avait donné naissance à Céleste, mais elle était morte 3 ans plus tard, brisée physiquement et psychologiquement, après avoir confié à une autre esclave, une certaine Mémé Zélie, les noms des 12 hommes présents cette nuit-là. Les détectives dressèrent la liste. Armand Duchamp père, Édouard Lavallée père, Armand Fontenot père, Charles Roussel, Augustin Bellecour, Georges Marchand, Philippe Prévost, Léon Dufresne, Mathieu Aubert, Antoine Valentin, Claude Leclerc et Sébastien Gaspard. Les 12 familles. Céleste n'était pas simplement une femme ambitieuse qui avait profité des faiblesses des puissants. Elle était une fille cherchant vengeance pour le viol et la mort de sa mère. Une vengeance qui s'étendait sur 3 générations. Une vengeance qui ne visait pas seulement les coupables originaux, tous morts de vieillesse maintenant, mais leurs héritiers, leur fortune, leur nom, leur héritage. Elle avait juré de détruire les 12 familles, et en 25 ans, elle avait presque réussi. Les représentants des 7 familles restantes comprirent qu'ils devaient agir vite. Ils envisagèrent plusieurs options. La violence, trop dangereuse et visible. Le procès, Céleste avait les meilleurs avocats et trop de secrets compromettants. L'exil forcé, elle était maintenant une citoyenne libre et propriétaire terrienne respectée. Finalement, ils décidèrent de négocier. Ils envoyèrent un émissaire à Céleste avec une proposition. Elle cesserait ses actions contre leur famille, et en échange, ils reconnaîtraient publiquement les crimes de leur père, établiraient un fonds de compensation pour les descendants d'esclaves violés, et accepteraient que les enfants métis de Marie-Louise héritent légalement d'une partie des biens marchands. L'émissaire revint avec la réponse de Céleste, une seule phrase transmise oralement. Le silence ne se rachète pas, mais le sang peut-être. 3 jours plus tard, les 7 représentants des familles reçurent chacun un paquet identique. À l'intérieur, un daguerréotype jauni montrant 12 jeunes hommes posant fièrement devant une plantation datant de 1826. Au dos, une liste de 12 noms et une note manuscrite de Céleste. Vos pères ont pris ma mère. J'ai pris leur fils. Nous sommes quittes. Entre 1867 et 1875, les 7 dernières familles connurent des sorts variés. Certaines réussirent à survivre, diminuées, mais intactes. D'autres disparurent complètement. Les Duchamp perdirent leurs terres mais conservèrent leur nom et s'exilèrent en France. Les Lavallée se convertirent dans le commerce et prospérèrent modestement. Les Fontenot disparurent sans laisser d'héritiers, leur nom s'éteignant avec le dernier représentant masculin en 1872. Les Bellecour, ironiquement sauvés par Céleste lors de l'empoisonnement de leur matriarche, furent les seuls à maintenir leur statut social, peut-être par reconnaissance tacite de cette dette. Les Roussel, déjà ruinés, se dispersèrent vers l'ouest. Les Valentin furent emportés par une épidémie de fièvre jaune en 1867 qui tua presque toute la famille en 3 semaines. Les Leclerc perdirent leur fortune dans de mauvais investissements et durent vendre jusqu'à leur maison familiale. Les Gaspard connurent le sort le plus étrange. Leur fils unique, le dernier héritier, devint prêtre catholique et légua tous les biens familiaux à l'Église, répudiant son nom et son héritage. Céleste mourut en 1875 à l'âge de 48 ans. Une mort paisible dans son sommeil, selon les témoins. Elle fut enterrée dans le cimetière Saint-Louis numéro 2, dans une tombe que sa fille Marie-Louise avait fait construire. La tombe portait une inscription simple. Céleste, mère, libératrice. Sa fille Marie-Louise vécut jusqu'en 1902. Elle transforma la société immobilière créée par sa mère en une entreprise prospère qui finança des écoles pour enfants noirs après l'abolition.
Les 3 enfants métis de Marie-Louise et Henri Marchand, après un long procès qui dura 15 ans, obtinrent finalement la reconnaissance de leur ascendance Marchand et héritèrent d'une partie substantielle des biens. Leurs descendants existent encore aujourd'hui, portant fièrement le nom Marchand. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car en 1975, exactement 100 ans après la mort de Céleste, un historien nommé Thomas Brennan, chercheur à l'université de Tulane, publia un article académique basé sur les cahiers du notaire Jourdain. Ces cahiers, conservés dans les archives d'une succession, contenaient des notes détaillées sur les transactions immobilières de Céleste, des copies de lettres, des témoignages recueillis. L'article de Brennan révéla au grand jour l'histoire que les 12 familles avaient tenté d'enterrer. Il documenta le viol collectif de 1826, la vengeance méthodique de Céleste, la destruction systématique des familles. L'article fit scandale. Plusieurs descendants des familles concernées menacèrent de poursuites judiciaires, mais n'allèrent jamais au bout, craignant sans doute que plus de secrets ne soient révélés. Brennan disparut mystérieusement 3 mois après la publication de son article. Sa voiture fut retrouvée abandonnée près du lac Pontchartrain. Son corps ne fut jamais découvert. L'enquête conclut à un accident de baignade, bien que Brennan ne sache pas nager et n'ait jamais manifesté d'intérêt pour les activités nautiques. Ses notes de recherche disparurent de son bureau à l'université. Les seules copies de son article qui subsistent aujourd'hui se trouvent dans quelques bibliothèques spécialisées, souvent classées dans des sections peu consultées. Et voici le détail le plus troublant. En 1975, lorsque Brennan publia son article, une femme se présenta à son bureau. Une femme âgée d'environ 70 ans, aux traits créoles prononcés, accompagnée d'une jeune fille d'une vingtaine d'années. Selon la secrétaire du département d'histoire qui les reçut, les 2 femmes dirent qu'elles étaient des descendantes de Marie-Louise, venues remercier le professeur Brennan pour avoir révélé la vérité. La secrétaire nota un détail dans son rapport déposé après la disparition de Brennan. La jeune fille qui accompagnait la vieille dame avait des yeux d'un vert émeraude éclatant. Des yeux impossibles. Des yeux qui semblaient briller d'une lumière intérieure. Lorsqu'on demanda à la secrétaire si elle connaissait leur nom, elle répondit que la vieille dame s'était présentée comme Madame Marchand. Et la jeune fille? La secrétaire hésita avant de répondre. Elle a dit qu'elle s'appelait Céleste. En 2005, 130 ans après la mort de la Céleste originale, un incendie mystérieux détruisit les archives paroissiales de la Nouvelle-Orléans, où étaient conservés les registres d'esclaves du XIXe siècle. Les pompiers conclurent à un accident électrique, mais plusieurs historiens notèrent que l'incendie avait étrangement épargné toutes les sections d'archives, sauf une, celle contenant les registres des ventes d'esclaves entre 1840 et 1850. Les registres qui auraient pu prouver définitivement l'identité du père biologique de Céleste ont disparu dans les flammes. Certains descendants des 12 familles vivent encore aujourd'hui en Louisiane. La plupart ont changé de nom, se sont mariés dans d'autres familles, ont quitté la région. Mais parmi eux circule une légende, transmise oralement de génération en génération, celle d'une malédiction qui pèserait sur leur lignée. Une malédiction lancée par une esclave aux yeux verts, une malédiction qui ne s'éteindrait que lorsque la dernière injustice aurait été réparée. Superstition, diront certains. Coïncidence troublante, diront d'autres. Mais voici un fait vérifié. Depuis 1842, aucun des descendants directs des 12 familles originales n'a produit d'enfants aux yeux verts. Pas un seul, en presque 200 ans. Comme si ce trait génétique avait été effacé de leur lignée, sauf une exception. En 2015, une femme nommée Claire Marchand-Duchamp donna naissance à une fille aux yeux d'un vert émeraude éclatant. La mère, interrogée par les médias locaux qui s'étonnèrent de cette rare couleur d'yeux, expliqua qu'elle était descendante à la fois des Marchand et des Duchamp, 2 des 12 familles originales. Elle nomma sa fille Céleste. Cette histoire vous a-t-elle donné des frissons? Pensez-vous que tout a vraiment été révélé ou que d'autres secrets restent enfouis dans les archives?
Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires troublantes du passé. Et si cette histoire vous a marqué, partagez-la avec quelqu'un qui aime les mystères historiques aussi sombres qu'inexplicables. Parce que parfois, la vengeance ne se mesure pas en années, mais en générations. Et les dettes du passé ne sont jamais vraiment oubliées.